Certaines morts laissent une empreinte hantée dans l'histoire, de véritables récits de douleur, de peur et de tragédie qui restent gravés dans les mémoires. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 des pires décès de l'histoire humaine, des événements si horrifiants qu'ils continuent encore aujourd'hui à choquer le monde. En mai 1998, à Leicester, en Angleterre, 2 ouvriers d'une boulangerie, David Mays, 47 ans, et Ian Erickson, 43 ans, ont perdu la vie alors qu'ils travaillaient chez Harvest-Time Bakeries. Ce jour-là, les 2 hommes avaient pour mission de réparer un four industriel de 75 pieds, environ 23 mètres. Ce four, utilisé pour la cuisson à des températures atteignant 260 degrés Celsius, avait été éteint seulement 2 heures plus tôt. Mais il restait encore dangereusement chaud à environ 100 degrés Celsius. Les protocoles de sécurité exigeaient un refroidissement d'au moins 12 heures avant toute intervention, mais la direction a ignoré ces directives. Chaque heure d'arrêt représentait une perte estimée à 1120 livres. Cette décision de privilégier la rentabilité au détriment de la sécurité a conduit à une catastrophe. David et Ian sont entrés dans le four par une trappe située en bas, s'allongeant sur le tapis roulant destiné à transporter la pâte à travers la machine. Le tapis avançait lentement mais inexorablement, rendant toute retraite impossible une fois à l'intérieur. Ils portaient des combinaisons de protection légère, des gants et des renforts, mais cet équipement offrait une protection minimale contre la chaleur extrême. Cependant, personne n'avait vérifié le thermomètre du four qui aurait révélé qu'il était encore trop chaud pour y entrer. Peu de temps après être entré, Ian a utilisé sa radio pour signaler une chaleur insupportable. Les 2 hommes ont vite compris qu'ils étaient piégés. Le tapis roulant poursuivant inexorablement son cycle de 17 minutes à travers le four. Il n'existait aucun moyen d'arrêter ou d'inverser le mouvement, les laissant totalement impuissants. Ian, père de 2 enfants, a réussi à ramper jusqu'à la sortie du four où ses collègues l'ont tiré dehors. Il s'est effondré sur le sol de l'usine, gravement brûlé, et est mort peu après des suites de son exposition à la chaleur. David, lui, s'était retrouvé coincé plus profondément dans le four et n'a pas pu être secouru. Les pompiers ont plus tard retrouvé son corps, gravement brûlé et portant de multiples blessures causées par les conditions extrêmes. Le fabricant du four avait clairement indiqué que les réparations ne devaient être effectuées qu'après un refroidissement de 12 heures et par une équipe d'au moins 4 personnes. Or, ces instructions avaient été totalement ignorées. La direction avait également choisi de ne pas retirer les panneaux latéraux du four pour faciliter l'accès, ce qui aurait permis une intervention plus sûre. Lors du procès au tribunal de Leicester Crown Court, l'absence totale de mesures de sécurité est apparue au grand jour. Le chef ingénieur Dennis Masters a reconnu avoir négligé le problème et promis de s'en occuper immédiatement. Quant aux combinaisons de protection fournies aux ouvriers, elles ont été décrites comme une solution de dernière minute totalement inadaptée à la tâche. Malgré les avertissements sur les risques encourus, la direction a insisté pour que la réparation soit effectuée sans attendre. Dans les jours précédant l'accident, David et Ian avaient confié leurs inquiétudes à leurs proches. Ian, lui, était pressé de terminer afin de pouvoir regarder la finale de la Coupe d'Angleterre avec ses fils. À la suite de cette tragédie, Harvest-Time Bakeries et sa filiale Fresha Bakeries Limited ont été poursuivis pour manquement à la sécurité des employés. Fresha Bakeries a écopé d'une amende de 250 000 livres, assortie de 175 000 livres de frais supplémentaires, tandis que Harvest-Time Limited a été condamné à une amende de 100 000 livres et à 75 000 livres de frais. Les directeurs, dont le directeur général John Britson, le directeur de production Brian Jones et le chef ingénieur Dennis Masters, ont été personnellement condamnés à des amendes allant de 1 000 à 20 000 livres. Le tribunal a conclu que les décès de David Mays et Ian Erickson étaient entièrement évitables. Le juge Simon Hammond a fermement condamné les agissements de l'entreprise, qualifiant leur mépris des règles de sécurité de dévastateurs. Cet incident tragique illustre à quel point le non-respect des protocoles de sécurité peut entraîner des pertes irréparables. Les vies de David Mays et Ian Erickson ont été brutalement écourtées à cause d'erreurs évitables, laissant leurs familles et collègues face aux conséquences dramatiques de décisions motivées par le profit. Le 26 octobre 1965, à Indianapolis dans l'Indiana, la police arriva au 3850 East New York Street. À l'intérieur de la maison, les agents découvrirent le corps sans vie de Sylvia Likens, une adolescente de 16 ans allongée sur un matelas sale. Son corps portait des traces évidentes de mauvais traitements, ecchymoses, brûlures, plaies ouvertes et même des mots gravés dans sa peau. La gardienne des lieux, Gertrude Banizewski, âgée de 37 ans, affirma que Sylvia avait été attaquée par un groupe de garçons. Elle montra même une note, supposément écrite par Sylvia, pour appuyer son récit.
Mais les enquêteurs ne mirent pas longtemps à découvrir la vérité. Sylvia avait été séquestrée dans cette maison pendant près de 3 mois et avait subi des sévices inimaginables infligés par Gertrude, ses enfants et même des jeunes du quartier. Ce drame devint l'un des cas de maltraitance infantile les plus choquants de l'histoire des États-Unis. Sylvia et sa sœur cadette Jenny, âgée de 15 ans et souffrant d'un handicap dû à la polio, avaient été confiées aux soins de Gertrude en juillet 1965. Leurs parents, Lester et Betty Likens, travaillaient pour un carnaval itinérant et payaient Gertrude $20 par semaine pour s'occuper des filles. Au début, la vie dans la maison des Banisewski semblait normale. Sylvia et Jenny passèrent leur journée à faire des tâches ménagères, à patiner et à chanter ensemble. Mais lorsque les paiements de leurs parents commencèrent à arriver en retard, le comportement de Gertrude devint brutal. Avec le temps, la cruauté de Gertrude s'intensifia et Sylvia devint sa principale cible. Le moindre prétexte, réel ou imaginaire, entraînait une punition sévère. Accusée de mensonge ou de vol, Sylvia était battue avec une ceinture ou une pagaie. La fille aînée de Gertrude, Paula, ainsi que des enfants du voisinage, furent même encouragés à participer aux sévices. À la fin de l'été, la situation de Sylvia devint insoutenable. Privée de nourriture, elle fut contrainte de fouiller dans les ordures pour survivre. Gertrude lui infligea des tortures particulièrement cruelles, comme lui verser de l'eau bouillante sur le corps. Elle obligea même un garçon du quartier à graver des mots insultants dans sa peau à l'aide d'une aiguille chauffée. En octobre, son état s'aggrava considérablement. Décharnée, couverte de blessures et trop faible pour aller à l'école, elle fut enfermée dans le sous-sol de la maison, contrainte de dormir à même le sol glacé. À plusieurs reprises, elle tenta de s'enfuir, mais fut systématiquement rattrapée et punie encore plus sévèrement. Une fois, elle réussit à atteindre la porte d'entrée avant d'être violemment ramenée à l'intérieur et battue à nouveau. Alors que Sylvia devenait trop faible pour résister, Gertrude la força à rédiger une note déclarant qu'elle avait été attaquée par un groupe de garçons. Le 26 octobre 1965, elle succomba à ses blessures. L'autopsie révéla plus de 150 blessures, incluant des brûlures, des ecchymoses et des traumatismes internes. La cause de sa mort fut déterminée comme un œdème cérébral, une hémorragie interne et un état de choc. Après son décès, Gertrude Banisewski et plusieurs complices furent arrêtés. Lors de son procès, Gertrude tenta de nier sa responsabilité. En 1966, elle fut reconnue coupable et condamnée à la prison à perpétuité. Sa fille Paula et 3 autres complices, dont son fils John, reçurent des peines moindres pour leur implication. Gertrude fut libérée sur parole en 1985 et vécut discrètement jusqu'à sa mort en 1990. L'histoire tragique de Sylvia entraîna d'importantes réformes des lois de protection de l'enfance dans l'Indiana, notamment des lois rendant obligatoire la dénonciation de toute maltraitance suspectée. Malgré les signes évidents de la souffrance de Sylvia, les voisins et les adultes qui avaient remarqué son état n'avaient rien fait pour intervenir. Aujourd'hui, l'héritage de Sylvia perdure à travers des organisations comme le Sylvia's Child Advocacy Center, qui œuvre pour la protection des enfants vulnérables. Le 10 septembre 2002, Miroslav Kuklic prit la décision de plonger dans la grotte de Poganica sur l'île de Cholta, en Croatie. Connue pour ses profondeurs dangereuses et entourée de légendes locales, cette grotte était considérée comme un lieu périlleux pour les plongeurs. Malgré les avertissements, Miroslav, après une nuit de fête et de consommation d'alcool, se lança dans l'exploration de ces mystères. À 21h15, il rejoignit un groupe de plongeurs. Ils entrèrent dans une eau à une température agréable de 24 degrés Celsius. L'entrée de la grotte se situait à 9 mètres, sous la surface, et menait à 2 galeries, une galerie peu profonde et une galerie profonde qui plongeait jusqu'à 57 mètres. Contre toute prudence, Miroslav choisit la galerie profonde. La grotte était traîtresse, avec des passages étroits recouverts de sédiments qui, une fois remués, rendèrent la visibilité quasi nulle. Miroslav, probablement affaibli par l'alcool, s'exposa à un risque encore plus grand. En descendant, il souleva des particules de sédiments, obscurcissant l'eau et rendant toute orientation impossible. Avec une réserve d'air limitée et un jugement possiblement altéré, il se retrouva rapidement dans une situation critique. Sa plongée dura plus de 25 minutes, dépassant largement la capacité de son approvisionnement en air. À 22h30, les autres plongeurs remontèrent à la surface et constatèrent son absence. 2 d'entre eux retournèrent immédiatement dans la grotte pour le rechercher, mais ne trouvèrent aucune trace de lui. Après avoir exploré la zone sans succès, ils durent remonter. Les autorités furent alertées à minuit 15 et 2 plongeurs de la police furent envoyés en renfort. À l'aube, les recherches reprirent. Munis de lignes de sécurité, les plongeurs de la police descendirent dans la grotte. Soudain, la ligne de sécurité du plongeur le plus profond se détendit brusquement.
Pris de panique, son coéquipier fit surface en urgence, ignorant les paliers de décompression pour sauver sa propre vie. Malheureusement, le premier plongeur ne refit jamais surface, devenant une autre victime de la grotte. Malgré cette tragédie, la recherche de Miroslav continua. Son corps fut finalement retrouvé à 54 mètres de profondeur, encore équipé de son matériel de plongée. Cependant, son masque et son détendeur avaient été retirés, et les enquêteurs firent une découverte troublante. Une blessure au thorax causée par un couteau planté dans son corps. L'enquête bascula alors d'une simple opération de récupération à une affaire criminelle. 2 membres d'équipage du bateau de plongée furent arrêtés, soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire. Des traces de sang furent relevées sur le pont du bateau et les données de l'ordinateur de plongée de Miroslav furent analysées. Ces appareils révélèrent une chronologie détaillée de sa plongée, incluant la profondeur, le temps passé sous l'eau et ses déplacements. Les données montrèrent que Miroslav avait volontairement plongé dans la galerie profonde avant de remonter brièvement et de faire des mouvements désordonnés dans la galerie peu profonde. Les enquêteurs supposèrent qu'il cherchait une issue. À certains moments, il s'était arrêté, indiquant une prise de décision consciente. Bien que de l'alcool ait été retrouvé dans son organisme, son taux n'était pas assez élevé pour l'empêcher d'agir rationnellement. L'autopsie révéla que la blessure au thorax était la principale cause du décès. Cela signifiait qu'il était encore en vie lorsqu'il avait été blessé. 2 hypothèses furent envisagées, soit il avait été attaqué par quelqu'un, soit il s'était infligé lui-même la blessure par désespoir. Cette dernière possibilité souleva des questions. Pourquoi avait-il emporté un couteau ? Était-ce un équipement standard ou avait-il prévu de s'en servir à un autre moment ? Des tests, au polygraphe, furent effectués sur l'équipage du bateau, révélant des incohérences dans leurs déclarations. Toutefois, les preuves étaient insuffisantes pour porter des accusations formelles. En fin de compte, les enquêteurs conclurent que Miroslav avait peut-être agi dans un état de détresse extrême, réalisant que son air était sur le point de s'épuiser et que tout échappatoire était impossible. Un autre plongeur avait-il été impliqué ? Si oui, pourquoi aucune preuve concluante n'avait-elle été trouvée ? Un état mental altéré provoqué par la plongée en grande profondeur avait-elle joué un rôle dans ses actions ? Finalement, la mort de Miroslav fut officiellement classée comme auto-infligée, mais l'affaire reste non résolue. Le 2 septembre 2015, une image a bouleversé le monde et attiré l'attention sur la crise des réfugiés. Il s'agissait d'Alan Kurdi, un petit garçon syrien de 2 ans qui avait perdu la vie en mer Méditerranée aux côtés de sa mère et de son frère aîné. Sa famille, originaire de la ville dévastée de Kobané, fuyait la guerre dans l'espoir de trouver la sécurité. Leur destination finale était le Canada, où des proches les attendaient à Vancouver, mais leur voyage s'est tragiquement terminé avant même d'atteindre l'Europe. La famille Kurdi avait déjà vécu des années d'instabilité. Fuyant les violences de la guerre civile et les attaques des groupes armés, ils avaient été contraints de se déplacer plusieurs fois à l'intérieur de la Syrie. Finalement, ils s'étaient réfugiés en Turquie, mais les conditions de vie y étaient précaires et incertaines. En 2015, la situation à Kobané s'aggrava encore, les forçant à chercher une nouvelle échappatoire. Abdullah Kurdi, le père d'Alan, tenta d'amener sa famille au Canada, mais leur demande de parrainage fut soit incomplète, soit rejetée en raison de lourdeurs administratives. Privés de solution légale, ils se tournèrent vers des passeurs qui leur promirent de les aider à traverser la Méditerranée. Aux premières heures du 2 septembre, la famille Kurdi embarqua avec 12 autres réfugiés à bord d'un canot pneumatique surchargé au large de Bodrum en Turquie. La famille avait déboursé 5 860 $ pour cette traversée, faisant confiance aux passeurs qui leur avaient fourni des gilets de sauvetage. Cependant, ces gilets étaient de mauvaise qualité et ne garantissaient aucune réelle protection. Rehanna, la mère d'Alan, craignait la mer mais avait pris le risque déterminé à offrir une vie meilleure à ses enfants. 5 minutes après le départ, le bateau chavira. Alan, son frère Galib et leur mère furent emportés par les vagues. Au petit matin, les secours turcs répondirent au signalement d'une embarcation renversée. Vers 6h30, des pêcheurs turcs découvrirent le corps sans vie d'Alan échoué sur le rivage. Un journaliste photographia l'enfant, allongé face contre le sable, une image déchirante qui allait bouleverser l'opinion publique mondiale. La photo fit rapidement le tour des médias internationaux et devint un symbole de la crise des réfugiés. Elle suscita une vague d'émotions et d'appels à l'action. Des dirigeants comme François Hollande et David Cameron exprimèrent leur tristesse, tandis que les organisations humanitaires reçurent un afflux sans précédent de dons. Par exemple, le Migrant Offshore Aid Station annonça une augmentation des contributions multipliées par 15 en une seule journée. Le gouvernement canadien fut vivement critiqué pour son traitement du dossier de la famille Kurdi. Pendant la campagne des élections fédérales de 2015, les dirigeants politiques s'emparèrent de l'affaire.
Justin Trudeau, alors chef du Parti libéral, promit d'accueillir 25 000 réfugiés syriens, insistant sur la responsabilité du Canada. De son côté, Thomas Mulcair, chef du nouveau Parti démocratique, dénonça l'inaction du gouvernement en place. Les débats sur la crise migratoire s'intensifièrent. Certains accusèrent Abdullah Kurdi d'avoir piloté le bateau, tandis que d'autres le défendirent comme un père en deuil, ayant fait comme tant d'autres, en confiant son sort à des passeurs. Les autorités turques arrêtèrent quelques personnes liées au réseau de passeurs, mais elles ne représentaient qu'un maillon d'une organisation bien plus vaste. La photographie provoqua une prise de conscience mondiale et des appels à un changement de politique. Toutefois, certains la jugèrent trop exploitée par les médias. Quoi qu'il en soit, elle força le monde à regarder en face les risques insensés que prennent des familles comme les Kurdis pour fuir la guerre. Ce drame laissa de nombreuses questions en suspens. Pourquoi n'existait-il pas de route plus sûre pour ceux qui fuient les conflits? La communauté internationale aurait-elle pu empêcher cette tragédie? L'histoire d'Alan reste un témoignage poignant des épreuves des réfugiés et un rappel de l'urgence de trouver des solutions humaines et durables. C'était le 6 janvier 2017 à Sydney, en Australie. Bernard Butch Gore, un ancien coiffeur de 71 ans originaire de Tasmanie, rendait visite à sa fille à Woollahra. Lui et son épouse, Angela, étaient venus à Sydney pour passer du temps avec leur famille et profitaient souvent de déjeuner au centre commercial animé de Westfield Bondi Junction. Ce jour-là, Bernard quitta l'appartement de sa fille environ 20 minutes avant Angela. Ils avaient prévu de se retrouver devant Woolworths à 13 h. Cependant, Bernard n'arriva jamais. Angela attendit à l'endroit convenu, scrutant la foule tandis que les passants défilaient, inconscient de son inquiétude grandissante. Les minutes se transformèrent en heures, mais Bernard était introuvable. Angela refit le trajet habituel de son mari dans le centre commercial, s'arrêtant aux endroits familiers où il se reposait souvent. Ne le trouvant pas, elle rentra chez elle et contacta la police pour signaler sa disparition. Plus tard dans la soirée, leur fille Melinda se rendit au centre commercial pour aider à chercher son père. Elle fournit au personnel de sécurité une description de Bernard, l'heure de son départ et l'endroit où il devait retrouver Angela. Le personnel l'assura qu'ils effectueraient des recherches et examineraient les images de vidéosurveillance. Ils vérifièrent les zones communes, mais pas les escaliers de secours. Les images de surveillance montrèrent finalement Bernard entrant dans le centre commercial à 12 h 48. Il sera vu sur une autre caméra à 12 h 50 entrant par la porte L407, un escalier de secours au niveau 4. Ce fut la dernière fois qu'il fut aperçu. La porte se verrouillait de l'intérieur, empêchant Bernard de sortir. Bien qu'il y ait eu un chemin possible pour s'échapper, il ne le trouva jamais. Au début de l'enquête, la police n'examina pas les images de Bernard entrant dans l'escalier. Ils se concentrèrent plutôt sur d'autres zones près de Woolworths et des entrées piétonnes, supposant qu'il n'était pas arrivé au centre commercial, ce qui retarda les recherches. Pendant les 3 semaines suivantes, la famille de Bernard et la police menèrent des recherches à travers la ville. Des flyers furent distribués, mais Bernard ne fut pas retrouvé. Le 9 janvier, la police parcourut le centre commercial mais ignora les escaliers de secours, pensant que l'équipe de sécurité les avait déjà inspectés. Les températures à Sydney dépassèrent les 40 degrés Celsius, rendant l'escalier insupportable. Bernard, sous traitement pour de l'hypertension et souffrant de légers troubles cognitifs, était coincé sans nourriture ni eau. Son indépendance et sa détermination l'empêchèrent probablement de demander de l'aide. Le 27 janvier, 21 jours après la disparition de Bernard, un concierge effectuant une maintenance de routine découvrit son corps dans un escalier de secours près du niveau 3. Bernard fut trouvé dans une position semi-agenouillée près d'une chaise en plastique, suggérant qu'il s'était assis avant de s'effondrer. Il avait probablement succombé à l'épuisement et à la déshydratation. L'enquête révéla plusieurs opportunités manquées qui auraient pu changer l'issue. Le personnel de sécurité n'avait pas vérifié les escaliers lors de leur recherche initiale et la police n'avait pas examiné toutes les images de vidéosurveillance. La signalisation inadéquate dans l'escalier rendit également difficile pour Bernard de trouver une sortie. Pendant l'enquête, Angela et Melinda regardèrent les images de vidéosurveillance montrant Bernard entrant dans l'escalier. Cet incident souleva des inquiétudes concernant les mesures de sécurité au Westfield Bondi Junction. Comment quelqu'un pouvait-il rester inaperçu dans un lieu si fréquenté pendant 3 semaines? La société mère du centre commercial, Centre Group, exprima ses condoléances et prit des mesures pour éviter de tels incidents. Le coroner adjoint Derek Lee recommanda des améliorations dans les protocoles de recherche de la police, un examen approfondi des vidéosurveillances et une meilleure signalisation dans les centres commerciaux. Il insista également sur la nécessité de recherches plus complètes, y compris dans des zones comme les escaliers de secours.
La famille de Bernard continue de pleurer sa perte. Son fils, Marc, décrivit Bernard comme quelqu'un qui n'abandonnait pas facilement. Cet événement tragique laisse des questions en suspens. Et si la sécurité avait vérifié les escaliers plus tôt, Bernard aurait-il pu être sauvé? Et si toutes les images de vidéosurveillance avaient été examinées immédiatement? Ou si Bernard avait porté un dispositif de géolocalisation? La douleur de l'histoire de Bernard reste un rappel poignant de la façon dont de petites négligences peuvent avoir des conséquences irréversibles.